Mai 1692, Namur est l'une des plus grandes forteresses d'Europe. Perchée sur les hauteurs de la Meuse, cette citadelle est réputée presque inexpugnable. Les Britanniques et les Hollandais qui la contrôlent sont confiants. Ils ont confié la défense à Menno van Coehoorn, l'un des plus grands ingénieurs militaires du continent. Coehoorn a reconstruit Namur selon les derniers principes de défense. Des bastions en angles aigus, des fossés profonds, des terrasses de tir croisées. Tout est calculé pour repousser n'importe quel assaillant. Les généraux alliés qui inspectent les fortifications sourient. Ils regardent la puissance de ces murs et se disent que tout siège sera long et coûteux. Au minimum 3 mois, peut-être 4. Et même alors, rien n'est garanti. Mais à Versailles, le roi Louis XIV ne l'entend pas de cette oreille. Il veut Namur. Il veut ouvrir la route vers la Belgique. Il convoque son meilleur ingénieur militaire, Sébastien le Prestre de Vauban, 60 ans, vétéran de 50 sièges, l'architecte des plus grandes forteresses de France. Vauban arrive à Versailles. Le roi lui ordonne simplement « Prenez Namur ». Vauban reste silencieux un moment, puis il répond « Sire, je prendrai Namur. Donnez-moi 100 000 hommes et 4 semaines. » Louis XIV sourit. « Vous aurez 100 000 hommes et vous prendrez Namur. » Le 4 mai 1692, Vauban arrive devant Namur à la tête de 117 000 soldats français. L'armée s'étend à perte de vue. Les tambours battent, les drapeaux flottent. C'est la machine de guerre française à son apogée. Vauban observe la forteresse en silence pendant des heures. Il monte à cheval, examine le terrain, consulte ses plans, Coehoorn de ses remparts, le regarde faire et ricane. Cet homme va faire la même erreur que tous les autres. Il va attaquer de front. Il va perdre des milliers d'hommes. Et finalement, il sera obligé de lever le siège. Mais Vauban ne va pas attaquer de front. Il va attaquer avec les mathématiques. Vauban commence son travail le 29 mai 1692, à la tombée de la nuit. Pendant une année entière, il avait secrètement reconnaissancé Namur. Il avait étudié les murs, calculé les angles, mesuré les distances. Il avait dessiné des plans détaillés des fortifications. Et maintenant, armé de ces connaissances, il va utiliser la science militaire pour transformer le siège en une machine inexorable de destruction. Les ouvriers français commencent à creuser. Pas une attaque de front directe comme les généraux alliés s'y attendent. Non. Vauban va créer 3 lignes de tranchées parallèles qui s'approcheront progressivement des murs de Namur. C'est la technique révolutionnaire du siège parallèle que Vauban a perfectionné lors de ses 50 sièges précédents. La première ligne de tranchée est creusée à 200 mètres des fortifications. C'est un travail énorme. 200 000 ouvriers et soldats creusent toute la nuit. La terre excavée est entassée pour former des remblais protecteurs. À l'aube, la première ligne est terminée. Des canons français sont installés dans les tranchées. Coehoorn regarde depuis ses remparts, incrédule. Cet homme Vauban va-t-il vraiment approcher graduellement? Va-t-il vraiment creuser 3 lignes de tranchées? C'est une approche lente, patiente, scientifique. C'est de la guerre par calcul mathématique, pas par bravade. Vauban lui-même chevauche le long des tranchées, inspectant chaque mètre. Il est précis comme une machine. Il porte des vêtements simples, un uniforme usé, pas d'ornement. À 60 ans, il a l'air d'un professeur de mathématiques plus que d'un général, mais son esprit est aussi aiguisé que l'épée d'un prince. Le 1er juin, les ouvriers français creusent la 2e ligne de tranchée. Cette fois, elle est à 100 mètres des fortifications. Plus d'ouvriers apparaissent de nulle part. Des milliers, des dizaines de milliers, des paysans français réquisitionnés, des soldats qui creusent la nuit, des ingénieurs qui vérifient les angles, les défenseurs tirent des coups de canon pour interrompre le travail
Mais les Français continuent. Quelques hommes tombent. La plupart survivent et continuent à creuser. La deuxième ligne est achevée le 2 juin. Entre-temps, Vauban négocie avec les généraux alliés. Il propose un accord. Quand la ville tombera, la garnison peut se retirer vers la citadelle sans être inquiétée. Les alliés, voyant que la ville ne peut pas tenir, acceptent. Le 5 juin, après une résistance aussi courte que prévisible, la ville se rend. Les soldats alliés traversent vers la citadelle. Les Français occupent la ville. Mais la vraie bataille commence maintenant. Cohorn a détruit les accès potentiels à la citadelle depuis la ville. Il a créé des champs de tir dégagés. Il a fortifié chaque bastion. Et il a placé son principal bastion défensif, le fort William, sur une hauteur où il sera très difficile à atteindre. Vauban commence sa troisième ligne de tranchée le 8 juin. Cette fois, elle est à 50 mètres à peine des remparts. C'est extrêmement dangereux maintenant. Les tireurs ennemis peuvent atteindre les ouvriers facilement. Des dizaines, puis des centaines de Français tombent. Mais Vauban continue avec impassibilité. Plus de poudre, moins de sang, c'est sa devise. Accepter des pertes pour éviter un assaut massif, trop coûteux. Pendant ce temps, l'hiver arrivé précocement crée des conditions apocalyptiques. Les pluies torrentielles transforment tout en boue. Les canons enfoncent jusqu'à l'essieu dans la terre. Il faut 3 jours pour déplacer un canon d'une batterie à l'autre. Les munitions doivent être transportées à cheval ou à dos d'homme parce que les chariots ne passent plus. Cohorn, qui observe tout cela depuis ses remparts, réalise lentement l'horreur de ce qui se passe. Ce n'est pas une bataille classique, c'est une lente étreinte. C'est une machine qui se serre graduellement autour de vous. C'est une puissance irrésistible qui vous écrase sans même vous frapper directement. Le 12 juin, Vauban lance un assaut majeur contre le redoute de la Cachotte qui protège l'approche du fort William. 7 bataillons se jettent à l'assaut, accompagnés par les mousquetaires du roi. La Cachotte tombe. Maintenant, rien ne protège plus le fort William. Cohorn sait ce qui va suivre. Il ne lui reste que quelques jours, et il va devoir les utiliser pour infliger un maximum de dégâts à Vauban avant la fin inévitable. Le 15 juin 1692, la pluie commence à tomber, et elle ne s'arrêtera pas. C'est une pluie torrentielle, apocalyptique, qui transforme tout le terrain en boue. Les canons enfoncent jusqu'à l'essieu. Les munitions ne peuvent plus être transportées par chariot. Il faut des chevaux, des mules, des hommes qui portent les boulets et les obus à dos. Certains jours, il faut 3 jours entiers pour déplacer un seul canon d'une batterie à l'autre. Les chevaux meurent par centaines, affamés, car il n'y a pas assez de fourrage. Les soldats creusent dans la boue qui leur monte jusqu'aux genoux, mais Vauban continue. Il ignore la pluie, il ignore le froid, il ignore les pertes. Il continue son plan avec une précision glaciale. Cohorn, de son côté, prépare sa dernière défense. Fort William est maintenant sa dernière ligne de fortification majeure. C'est un bastion isolé sur une hauteur, entouré de fossés profonds, protégé par des champs de tir entrecroisés. C'est une forteresse dans la forteresse. Et Cohorn a décidé qu'il va le défendre jusqu'à la mort si nécessaire. Le 19 juin, Vauban lance une reconnaissance massive contre Fort William. Ses sapeurs s'approchent du fossé en rampant à travers la boue. Les défenseurs tirent. Les boulets français ripostent. C'est un duel d'artillerie de précision, chaque coup destiné à détruire les canons ennemis ou à tuer les servants des pièces. Cohorn voit la situation. Il comprend que la fin est proche. Le 20 juin, il fait quelque chose de dramatique et d'un courage presque suicidaire. Il ordonne à ses soldats de creuser sa tombe. Pas une tombe symbolique, une vraie tombe,
un vrai cercueil, devant toute la garnison. Et il leur dit, « Voilà où je vais mourir. C'est ici, dans Fort William, que je vais rester. Aucun de vous n'abandonnera ce fort tant que je respirerai. » Les soldats le regardent, incrédules, puis inspirés. Cet homme va mourir ici. Ce vieillard de 63 ans va tenir jusqu'au bout. Comment ne pas le suivre? Le 21 juin, le bombardement français atteint son intensité maximale. Des dizaines de canons tirent simultanément. Les obus pleuvent sur Fort William. Les murs sont criblés de cratères. Les bastions s'effondrent partiellement. Mais Fort William tient bon, et les défenseurs continuent à tirer. À un moment, un obus français touche directement un groupe d'officiers hollandais. L'explosion est énorme. Cohorn lui-même est touché à la tête par un fragment d'obus. Le coup est violent. Cohorn s'effondre. Son valet, à côté de lui, est tué instantanément. Le sang coule du front de Cohorn. Ses officiers pensent qu'il est mort. Mais Cohorn se relève. Le sang ruisselle sur son visage. Il regarde autour de lui et crie aux soldats « Continuez, tirez, les Français ne nous auront pas, continuez !» Et les soldats continuent à se battre. Vauban, voyant la résistance acharnée, change de tactique. Il ordonne à ses sapeurs d'approcher par deux directions différentes. Les tranchées françaises s'avancent comme deux tentacules qui vont se refermer sur Fort William. Chaque nuit, les sapeurs gagnent quelques mètres. Chaque jour, les Français tirent des milliers de boulets. Cohorn, du haut de ses remparts sanglants, regarde cette machine française se serrer autour de lui. Il voit les tranchées s'approcher. Il compte les jours avant que les Français ne soient assez prêts pour l'assaut final. Et il sait qu'il n'a que quelques jours à tenir. Le 22 juin arrive. C'est le jour que Vauban a choisi pour l'assaut final. À l'aube, toute l'artillerie française ouvre le feu simultanément. 100 canons tirent en même temps. Les obus défoncent les derniers murs de Fort William. Une brèche énorme s'ouvre. C'est le moment. Vauban envoie ses troupes d'assaut. Des vagues entières de soldats français se jettent dans les tranchées et s'élancent vers la brèche. Les mousquetaires du roi montent en première ligne. Les grenadiers les suivent. Cohorn, debout sur ses remparts malgré sa blessure à la tête, voit les Français approcher. Il sait que c'est la fin. Il sait que dans quelques minutes, Fort William sera tombé. Il sait que sa dernière tombe, celle qu'il s'est fait creuser, va peut-être devenir sa vraie tombe. Les Français franchissent la brèche. Les combats s'engagent corps à corps. Les baïonnettes s'entrechoquent. Le sang coule. Mais les Français sont trop nombreux, trop puissants, trop bien organisés. À midi, Cohorn comprend que la bataille est perdue. Il rassemble les 200 hommes qui lui restent. Il regarde autour de lui, à Fort William dévasté, aux murs écroulés, aux drapeaux tombés. Puis, il rend son épée à Vauban. Le 23 juin 1692, à l'aube, Menno van Cohorn sort du Fort William, blessé à la tête, couvert de sang, son épée à la main. Derrière lui, les 200 survivants. 200 hommes parmi les 6000 qui ont défendu la citadelle. Ils marchent en silence, droit, l'honneur intact. Les Français les regardent se passer, et malgré la victoire, il y a du respect dans leurs yeux. Ces défenseurs ont tenu contre toute attente. Vauban attend Cohorn à cheval. Les deux grands ingénieurs militaires du siècle se regardent pour la première fois face à face depuis le début du siège. Vauban descend de cheval. Cohorn fait de même malgré sa blessure. Il se salue militairement. Vauban parle en français avec un accent courtois. « Monsieur Cohorn, je dois vous féliciter. Vous avez défendu Fort William avec un courage extraordinaire. J'ai eu besoin de 3 assauts massifs et de toute mon artillerie pour vous forcer à capituler. C'est un honneur de me mesurer à vous. » Cohorn
répond avec un léger sourire malgré la douleur de sa blessure. Monsieur Vauban, vous avez raison. Mais je dois dire une chose. Vous m'avez forcé à déplacer mes batteries d'artillerie 7 fois pendant ce siège. 7 fois. Voilà ma consolation. Avoir forcé le plus grand ingénieur militaire du monde à réarranger ses positions 7 fois. Vauban rit. C'est un rire franc, sincère. Monsieur, vous avez l'honneur d'être attaqué par le plus grand roi du monde. Voilà votre véritable consolation. Les deux hommes se serrent la main. Leurs officiers, respectifs, applaudissent. C'est un moment de noblesse militaire. Un moment où les deux ennemis reconnaissent mutuellement leur génie et leur courage. Cohorn et ses soldats sont emmenés prisonniers. Mais Vauban ordonne immédiatement que les blessés reçoivent les meilleurs soins médicaux. Cohorn sera traité comme un général ennemi avec tous les honneurs, pas comme un prisonnier ordinaire. Louis XIV, quand il apprend la victoire de Namur, ordonne des Te Deum de remerciements à travers toute la France. Les cloches des églises sonnent à toute volée. À Paris, à Lyon, à Marseille, on crie victoire. La plus grande forteresse de Flandre a tombé. Les Français ont percé la défense alliée. Mais ce que Louis XIV ne réalise pas immédiatement, c'est que cette victoire, aussi spectaculaire soit-elle, n'a pas vraiment changé l'équilibre stratégique de la guerre. Car pendant que Vauban assiégeait Namur, une catastrophe s'est produite en mer. La bataille de la Hogue, en juin 1692, a été un désastre pour la marine française. La flotte française, qui devait supporter une invasion de l'Angleterre, a été détruite par une flotte anglo-hollandaise supérieure. Les navires français brûlent dans la Manche. Les rêves de Louis XIV de conquérir l'Angleterre s'effondrent en cendres. Le roi avait prévu une stratégie ambitieuse pour 1692, prendre Namur en Belgique, puis débarquer en Angleterre avec une armée d'invasion. Mais la perte de la bataille navale de la Hogue ruine complètement ce plan. Il n'y a plus de supériorité navale française, il n'y a plus d'espoir de débarquement en Angleterre. Namur devient donc une victoire sans suite stratégique. Un triomphe tactique et personnel pour Vauban, mais pas un tournant de la guerre. La guerre va continuer pendant 7 autres années avant le traité de Ryswick en 1697. Cependant, le siège de Namur en 1692 marque quelque chose de très important pour l'histoire militaire. C'est la démonstration absolue de la supériorité de la méthode Vauban. Les tranchées parallèles, le calcul mathématique, la patience scientifique, la réduction progressive et inévitable de la forteresse. C'est l'art du siège à son apogée. Tous les généraux européens étudient maintenant le siège de Namur. Comment Vauban a-t-il fait? Comment a-t-il pris cette forteresse en seulement 36 jours? Même les défenseurs britanniques et hollandais reconnaissent le génie de Vauban. Et Cohorn, lui-même, de sa prison dorée, écrit un rapport technique sur la façon dont sa défense aurait pu être améliorée. Un adversaire noble qui admet la supériorité d'un adversaire meilleur. Le siège de Namur devient une légende de l'ingénierie militaire. Les jeunes officiers l'étudient à l'Académie militaire. Les livres d'histoire en parlent avec admiration. Et Vauban, quand on lui demande quel est son plus grand siège, hésite entre Namur, Mons, Condé, mais reconnaît que Namur représente la perfection de son art. Louis XIV, en retour, honore Vauban généreusement. Le vieillard ingénieur, qui approche maintenant de la soixantaine, reçoit les félicitations royales. Le roi le nomme maréchal de France. Des titres de noblesse lui sont attribués. Des terres lui sont données. Namur a coûté à la France environ 7000 morts et blessés. Mais c'est le prix qu'on paie pour avoir eu Vauban. Et Vauban sait que c'est son dernier grand siège. À 60 ans, il est trop vieux pour faire beaucoup d'autres campagnes.
Il se retirera bientôt pour écrire ses mémoires, pour concevoir des plans de fortification, pour former les jeunes officiers. Mais il aura laissé son empreinte immortelle sur l'histoire militaire. Et Namur sera toujours le monument de sa gloire. Les jours qui suivent la chute de Fort William sont les plus chaotiques du siège. Bien que Fort William soit tombé le 22 juin, les fortifications restantes ne capitulent pas immédiatement. Cohorn, blessé à la tête, continue à résister. Mais il sait que c'est la fin. Ses munitions s'épuisent. Ses hommes meurent de faim et de maladie. Et les Français, sentant la victoire proche, intensifient le bombardement. Les jours passent dans une agonie lente. Le 25 juin, Cohorn envoie des émissaires à Vauban. Il demande si les conditions d'une capitulation honorable seront maintenues. Vauban répond immédiatement. La garnison peut partir avec ses armes, ses drapeaux et ses tambours battants. C'est plus que ce qu'on attendrait normalement. C'est un honneur extraordinaire pour un défenseur vaincu. Cohorn accepte. Le 30 juin, exactement 36 jours après le début du siège, la garnison restante sort de la citadelle. 2000 hommes environ, affamés, épuisés, mais la tête haute. Les drapeaux des Pays-Bas flottent fièrement. Les tambours battent. Les couleurs de guerre sont hissées. C'est une sortie de vainqueur, pas de vaincu. Vauban, à cheval, regarde passer la garnison avec respect. Quand Cohorn passe devant lui, Vauban se lève sur ses étriers et le salue. Tous les officiers français font de même. C'est un moment d'éternité. Deux grands guerriers se reconnaissent mutuellement. Mais maintenant commence la vraie tâche pour Vauban. Il doit transformer Namur en forteresse française. Il doit renforcer les murs, améliorer les défenses, ajouter ses propres innovations géométriques. Car il sait que les Alliés vont essayer de reprendre Namur. C'est un enjeu trop important. Pendant 3 ans, Vauban va superviser les réparations et les améliorations de Namur. Il va ajouter des glacis supplémentaires, des chemins couverts, des demi-lunes, des bastions, des fortifications bâtardes. Il va transformer Namur en véritable chef-d'œuvre de l'art défensif français. En 1695, quand les Alliés assiègent Namur à nouveau, la forteresse tiendra beaucoup plus longtemps qu'avant. Ce second siège durera plus de 2 mois. Les Français finiront par se retirer, mais ce n'est pas parce que Namur tombe. C'est parce que Louis XIV a décidé de négocier la paix. Mais en 1692, immédiatement après la chute de la citadelle, Louis XIV veut célébrer sa victoire. Le roi arrive à Namur le 30 juin avec toute sa cour. Il inspecte les fortifications en ruine, il marche sur les remparts criblés de boulets, il regarde le fort William dévasté, et il sourit. Le roi ordonne immédiatement des Te Deum à travers toute la France. Les églises sonnent à toute volée. À Paris, à Lyon, à Marseille, des fêtes sont organisées. Les Français ont conquis Namur. Les Alliés sont en déroute. La victoire française est absolue. Mais ce que le roi ignore, c'est que la victoire de Namur ne va pas changer le cours de la guerre. Car au même moment où Namur tombe le 30 juin, une catastrophe navale s'est produite une semaine plus tôt, le 23 juin, à La Hogue, en Normandie. La flotte française, qui devait établir la supériorité navale dans la Manche, s'est fait complètement détruire par une flotte anglo-hollandaise supérieure. Les navires français brûlent dans le détroit. Des milliers de marins français meurent. Le rêve de Louis XIV de débarquer en Angleterre avec une armée d'invasion s'effondre complètement. C'est le grand paradoxe de l'année 1692. Vauban gagne une victoire spectaculaire à Namur. Mais la marine française perd sa supériorité navale. La stratégie globale de Louis XIV échoue. Luxembourg, qui commande l'armée de réserve destinée à protéger Namur, reçoit maintenant un ordre urgentissime du roi. William III,
le commandant allié, va essayer de reprendre Namur rapidement avant qu'elle ne soit renforcée. Luxembourg doit l'en empêcher. Il doit le vaincre en bataille rangée. Le 3 août 1692, à Steenkerk, les deux armées se rencontrent. C'est une bataille terrible, brutale, indécise. Les Français et les Alliés s'entretuent sans merci. À la fin de la journée, personne n'a vraiment gagné. Mais William laisse le champ et se retire. Donc techniquement, c'est une victoire française. Mais à quel prix? Des milliers de morts de chaque côté. Et toujours pas de fin à cette guerre interminable. Vauban, lui, n'a que faire de Steenkerk. Lui, il continue ses travaux à Namur. Il renforce les défenses. Il planifie les améliorations. Il prépare la citadelle pour un prochain siège qu'il sait inévitable. Et Louis XIV, malgré la gloire de Namur, réalise lentement que la guerre va durer encore longtemps. Encore 7 ans avant le traité de Ryswick en 1687. 7 ans de guerre sans fin. Des victoires qui ne changent rien. Des territoires conquis puis perdus. Une saignée sans fin pour la France. Mais Namur restera à jamais le monument de Vauban. La perfection de son art. Le triomphe de la science militaire française sur la défense alliée. Le mois de juillet 1692 marque le début de la véritable œuvre de Vauban à Namur. La citadelle en ruine doit être transformée en forteresse inexpugnable. Vauban ne dort presque plus. Il chevauche d'une position à l'autre, inspectant les murs, dessinant des plans, dirigeant les travaux de reconstruction. Ses officiers le supplient de se reposer. Il a 60 ans maintenant. Il est fatigué. Mais Vauban refuse. « Je n'ai peut-être pas beaucoup de temps devant moi, dit-il. Je dois faire de Namur une place forte, si forte que personne ne pourra jamais la reprendre. » Et il commence son travail de génie. D'abord, Vauban identifie le grand défaut de Namur, les hauteurs du nord. Ces collines dominent la ville. C'est là que les Alliés avaient positionné leur artillerie. C'est de là que les obus avaient plu sur la citadelle. Vauban décide donc de fortifier ces hauteurs. Il ordonne la construction de 5 forts détachés: Saint-Antoine, Pied-Noir, Saint-Fiacre, Ballard et un 5e fort en avant de ces positions. Ces forts seront reliés à la citadelle par des chemins couverts et des tranchées défensives. Les travaux durent des mois, puis des années. Vauban transforme complètement le système défensif de Namur. Il ajoute des ouvrages à cornes, des demi-lunes renforcées, des bastions géométriques parfaits. Chaque angle est calculé pour un tir croisé maximalisé. Aucun point n'est laissé au hasard, mais ce n'est que le début. Vauban ordonne la construction d'une tête de pont massif devant le pont de Meuse. Il fait construire l'arsenal, un bâtiment souterrain où l'on peut stocker des milliers de tonneaux de poudre, des munitions, des vivres. Car le secret de Vauban, c'est que les garnisons doivent pouvoir survivre des mois, des années si nécessaire, avec des provisions stockées souterrainement. Et c'est là que Vauban fait quelque chose de révolutionnaire. Il ordonne le creusement de souterrains massifs sous la citadelle. Des centaines de mètres de galeries, de casernes souterraines, de magasins à munitions, de cuisines, de boulangeries, d'hôpitaux. Tout doit être protégé contre l'artillerie ennemie. Les soldats de la garnison peuvent vivre entièrement sous terre pendant un siège. Ils ne sont jamais exposés aux bombardements. Des milliers d'ouvriers creusent pendant des années. Le bruit des pioches résonne jour et nuit. La terre s'accumule en monticules autour de la citadelle. Peu à peu, les souterrains de Namur prennent forme. Il en résultera plus de 4 km de galeries. Un réseau souterrain si complexe qu'il faudra des décennies pour le cartographier complètement. Louis XIV vient inspectionner les travaux en 1693. Il regarde ce que Vauban a accompli.
les fortifications perfectionnées, les forts détachés, les ouvrages géométriques sans défaut. Le roi est admiratif. « Monsieur Vauban, dit-il, vous avez fait de Namur la plus grande place forte que j'ai jamais vue. » Vauban répond humblement, « Sire, j'ai seulement essayé de corriger mes erreurs. Namur s'est rendu trop facilement en 1692. Je ne veux pas que cela se reproduise. » Mais le travail de Vauban sera interrompu par la guerre elle-même. En 1695, les alliés anglo-hollandais lancent une nouvelle offensive. Ils marchent sur Namur. Vauban n'a pas eu le temps de terminer tous ses projets, mais ce qu'il a construit suffit. Le siège de Namur en 1695 dure plus de 2 mois. Les Français finissent donc par abandonner, mais ce n'est pas parce que Namur tombe. C'est une décision politique. La France accepte les conditions du traité de Ryswick. Namur revient aux Alliés. Mais pendant ce siège de 1695, les forts détachés que Vauban a construits font merveille. Les Alliés prennent des semaines à les réduire. Les canonniers français tirent avec une précision mortelle. Et si la France n'avait pas décidé politiquement d'abandonner Namur, cette forteresse aurait tenu des mois encore. Vauban, vieillissant maintenant, continue à superviser les travaux même après 1695. Il revient à Namur régulièrement pour vérifier que tout va bien. Il corrige les plans, il ordonne des améliorations supplémentaires. En 1703, à 90 ans, alors qu'il reçoit la nouvelle de son élévation au rang de maréchal de France, il se trouve à Namur. Le roi lui envoie un message personnel. Son bâton de maréchal l'attend à Versailles. Vauban pleure presque. C'est la reconnaissance suprême. Un homme qui a passé sa vie à servir le roi et la France. Aujourd'hui, 300 ans plus tard, les forts de Vauban entourent toujours Namur. Ses souterrains labyrinthiques sont toujours intacts. Un témoignage physique du génie militaire français. Et la citadelle de Namur reste l'une des plus grandes places fortes d'Europe, un monument au génie de Vauban. Car ce que peu de gens comprennent, c'est que les vraies conquêtes militaires ne sont pas faites par les soldats avec leur épée. Les vraies conquêtes sont faites par les ingénieurs avec leurs compas et leurs calculs. Vauban a compris cette vérité fondamentale et il l'a appliquée à Namur de manière absolue. Vauban vieillit. Les années passent, il continue son travail inlassablement, mais son corps le rattrape enfin. En 1703, alors qu'il se trouve à Namur pour inspecter les fortifications, il reçoit une nouvelle qui le fait pleurer. Le roi lui envoie un message personnel. Sébastien, le prestre de Vauban, est nommé maréchal de France. C'est l'honneur suprême. À 64 ans, après une vie entière de service au roi et à la France, il reçoit enfin la reconnaissance absolue. Le bâton de maréchal l'attend à Versailles. Les larmes coulent sur le visage de ce vieillard qui a construit les fortifications les plus impressionnantes d'Europe. Les officiers qui l'entourent, à Namur, le regardent avec respect. Cet homme a donné sa vie à la France. Il a créé plus de 150 places fortes. Il a révolutionné la science militaire. Il a fait de la France la puissance militaire la plus redoutée d'Europe. Et maintenant, enfin, le roi lui rend hommage. Vauban retourne à Versailles pour recevoir son bâton de maréchal. Mais il est trop malade maintenant. Son corps le trahit. Il renonce à la plupart de ses fonctions. Il passe ses dernières années à écrire ses mémoires, à documenter ses sièges, à former les jeunes officiers qui viendront après lui. Il leur enseigne sa philosophie, la science avant la bravade, le calcul avant le chaos, la précision avant l'improvisation. Le 30 mars 1707, Vauban meurt à Paris à l'âge de 74 ans. Son corps est enterré aux Invalides, aux côtés des grands guerriers de France. Son éloge funèbre est prononcé par les plus grands dignitaires du royaume. Le roi Louis XIV
maintenant très vieillissant lui-même, pleut presque. Cet homme a sauvé la France. Il a sauvé le règne du roi Soleil. Il a fait de la France invincible. Mais l'héritage de Vauban ne meurt pas avec lui. Il continue à vivre à travers ses fortifications, à travers Namur, à travers Mons, Tournai, Ath, Bouillon, Dinan, à travers ses ouvrages magistraux en France, Lille, Brest, Dunkerque, Calais, Neuf-Brisach. Le système Vauban devient le modèle que tous les généraux européens étudient et imitent. Les Autrichiens, les Prussiens, les Britanniques, les Espagnols, tous construisent leurs fortifications selon les principes de Vauban. Et Namur reste le monument majeur de son génie. La citadelle, avec ses forts détachés, ses souterrains labyrinthiques, son arsenal impérial, ses bastions géométriques parfaits, devient l'une des plus grandes places fortes du monde. Les générations de soldats français qui garnissent Namur apprennent le légendaire du maréchal Vauban. Il se raconte son histoire. Il visite Fort William, où il a brisé Cohorn. Il marche le long du mur Vauban que le grand ingénieur a construit. Et pendant les 3 siècles qui suivent, chaque fois qu'une nation veut transformer ses fortifications, elle étudie Vauban. Chaque fois qu'un ingénieur doit concevoir une citadelle, il pense à Vauban. Le génie français se perpétue à travers ses fortifications. En 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée allemande occupe Namur. Les nazis admirent malgré eux les fortifications de Vauban. Même 300 ans après, elles sont toujours d'une efficacité militaire remarquable. Les Allemands renforcent la citadelle, l'utilisent comme forteresse. Mais ils reconnaissent la supériorité du design de Vauban. Aujourd'hui, en 2025, les fortifications de Vauban à Namur sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque année, des milliers de touristes viennent visiter la citadelle. Ils marchent dans les galeries souterraines que Vauban a fait creuser. Ils admirent les forts Saint-Antoine, Pied-Noir, Saint-Fiacre, Ballard. Ils essaient de comprendre comment un homme pouvait posséder un tel génie. Et quelque part dans les murs de Namur, dans les galeries voûtées, dans les casemates de pierre, on peut presque entendre l'écho de la voix de Vauban donnant ses ordres. Plus de précision, renforcer ce bastion, élargir le glacis. Les angles doivent être parfaits, car c'est cela, l'héritage de Vauban. Pas simplement une forteresse, pas simplement une victoire militaire, mais la démonstration absolue que le génie humain peut accomplir l'impossible, que la science et le calcul peuvent vaincre la force brute, que l'ingénierie peut sauver une nation, que la perfection est possible si on accepte de travailler assez dur pour l'atteindre. Vauban a pris 36 jours pour prendre Namur, puis 3 ans pour la transformer en forteresse indestructible. Et ses fortifications ont survécu 300 ans, traversant 4 siècles de guerre, de changements politiques, d'évolutions technologiques. Elles sont toujours là, elles sont toujours formidables, elles sont toujours l'expression du génie français. Et c'est pour cela qu'on se souvient de Vauban, pas comme un général qui a gagné une bataille, mais comme un génie qui a changé la face de la guerre elle-même.